Voilà, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir, nous allons parler de l'immunité. En biologie et en médecine, l'immunité, c'est la capacité naturelle ou acquise d'un organisme à se défendre contre des substances étrangères et des agents infectieux comme les bactéries, les virus et les parasites. Alors, c'est l'une des principales lignes de défense biologique. Dans la période actuelle, ce sujet a plus que jamais sa place à prendre dans nos interventions. Alors, bonsoir Amine, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'immunité? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Donc l'immunité effectivement est un sujet extrêmement important ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc l'immunité, tout dépend de quel point de vue on aborde donc ce concept-là. Est-ce que on parle d'immunité au sens général du terme? Est-ce qu'on parle de l'immunité au sens strict du système immunitaire, donc les défenses de l'organisme qui sont représentées par le système immunitaire avec les différents types de globules blancs? Donc on va donner pour commencer, une définition générale de l'immunité, donc au sens des défenses qu'on a contre l'infection, contre les micro-organismes pathogènes. Donc l'immunité dans ce sens-là, c'est une interaction entre plusieurs paramètres. Donc on a des paramètres qui vont avoir un effet direct sur les défenses de l'organisme et on a d'autres paramètres qui vont avoir des effets indirects, c'est-à-dire en modulant ces paramètres directs. Donc les paramètres directs sont premièrement et bien entendu le système immunitaire. Ensuite, on a également les barrières naturelles. Donc les barrières naturelles, ça peut être par exemple la peau, ça peut être les muqueuses aussi. Donc quand on parle de muqueuses, on parle donc de l'intégrité de la barrière, notamment la barrière intestinale qui est extrêmement importante, et puis d'autres barrières également, la barrière au niveau pulmonaire, donc la barrière alvéolaire, on a aussi la barrière au niveau des gencives, entre les gencives et les dents, donc au niveau de la cavité buccale, et puis on a autant de barrières que de types de muqueuses. Et donc au niveau des muqueuses, ces muqueuses, lorsque leurs cellules, les cellules qui les composent, sont intactes, elles vont produire suffisamment de mucus. Et le mucus va justement jouer ce rôle d'empêcher, entre autres, hein, c'est l'un des moyens, en tout cas, d'empêcher, de faire barrière physique contre les micro-organismes pathogènes. Donc, on a d'un côté le système immunitaire, d'un autre côté donc les barrières, muqueuse, peau, etc. Et puis on a aussi un autre facteur extrêmement important et qu'on associe malheureusement très peu à l'immunité, qui est le microbiote, ou disons les microbiotes. Donc le microbiote principal, c'est le microbiote intestinal qu'on va retrouver au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Donc c'est à peu près entre 90 à 95% de la totalité des microbiotes en termes de quantité de micro-organismes qu'ils comportent. Et puis cette quantité, cette diversité au niveau intestinal fait que ce microbiote va moduler tous les autres microbiotes. Donc, que ce soit un microbiote oral, microbiote bronchique, microbiote pulmonaire, microbiote dans tous les autres, même le microbiote de la peau est modulé par ce microbiote intestinal. Et donc, on a cette interaction entre système immunitaire d'un côté, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organisme. On a ensuite la barrière avec le mucus, si c'est une barrière maintenant une muqueuse. Okay. Et puis on a à l'extérieur, juste à côté de la barrière, on a les microbiotes. Et donc on a cette interaction entre ces trois paramètres qui vont réguler directement, de manière directe, les défenses de l'organisme et donc l'immunité en général. Après, on a aussi des paramètres indirects qui sont représentés par le système nerveux autonome, par les hormones, ce qu'on va appeler tout simplement le système neuro-endocrinien. On a aussi d'autres paramètres comme par exemple le fonctionnement de certains organes, comme
comme le foie par exemple, comme aussi certains autres organes qui vont influencer le système immunitaire, comme l'os, la moelle osseuse rouge qui produit les globules blancs, le thymus aussi qui est responsable de la maturation de certains types de globules blancs, le fonctionnement de la thyroïde. Donc on a tous ces paramètres qui vont moduler les trois autres paramètres principaux qui sont le système immunitaire, la barrière et le microbiote. Et donc, je dirais que cette définition de l'immunité en tant que concept qui représente les défenses ou la totalité des moyens de défense de l'organisme devrait faire partie maintenant du langage de tous les professionnels de la santé et de sortir de cette vision de l'immunité intégrée uniquement dans le concept du système immunitaire en tant que globule blanc avec les différents organes qui sont autour. Donc là, on parle vraiment d'une vraie définition de l'immunité, système immunitaire, barrière et microbiote. Merci. Alors, on le sait, l'inflammation est une réponse naturelle du système immunitaire et en même temps, l'inflammation est mauvaise pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on la combat? Alors, tout dépend du type d'inflammation. Et donc, là aussi, quand on parle du type d'inflammation, on a plusieurs classifications. Donc, si on peut parler ici d'inflammation, comme tu le présentes déjà, donc l'inflammation, qu'on dit qu'elle est bonne pour la santé parce elle représente la réponse du système immunitaire à une agression, un germe pathogène, par exemple. Et on a l'inflammation qui est mauvaise pour les tissus, pour les organes, pour le fonctionnement du métabolisme. Donc, la première, en réalité, c'est la vraie réponse immunitaire à une infection, à une agression, à une vraie agression. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inflammation de premier degré. Donc, quand on est infecté, on a toutes les catégories de cellules du système immunitaire qui vont intervenir, que ce soit par rapport à la réponse immunitaire non spécifique, comme par exemple avec les macrophages, donc la phagocytose, ou la réponse immunitaire spécifique avec les différents lymphocytes, donc les cellules T4 qui jouent le rôle de coordination entre les différentes autres cellules, les cellules T8 avec leur activité cytotoxique et plutôt les lymphocytes B avec la production d'anticorps à partir des antigènes présentés, donc les antigènes du micro-organisme pathogène ou agresseur. Donc ici, il s'agit d'inflammation bien cadré, avec tout un processus, avec la voie métabolique de l'inflammation qui se déclenche en cas d'agression. Et donc ça, c'est une inflammation très importante et qu'il faut favoriser. Et je pense qu'on va parler des moyens qui permettent de favoriser cette inflammation. Maintenant, on a l'autre inflammation qui est une inflammation qui va être déclenchée tout le temps. C'est ce qu'on appelle une inflammation subaiguë ou une inflammation chronique ou une inflammation silencieuse, ou dans le cas, par exemple, du syndrome métabolique ou de l'obésité, qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Donc, tous ces concepts, ils sont légèrement différents, mais c'est le même principe, c'est qu'on a une inflammation constante, et cette inflammation constante, elle n'a pas en réalité lieu d'être parce qu'on n'est pas face à une agression systématique d'un micro-organisme pathogène, c'est plutôt une inflammation qui va juste servir à détruire les tissus. Et donc, cette inflammation, on la retrouve parce que le mode de vie qu'on a, sédentaire, problème ou manque de sommeil, mauvaise gestion du stress, on mange n'importe quoi, on est exposé à beaucoup de pollution, etc. Donc, ce mode de vie fait que notre charge toxique augmente. Et si notre charge toxique augmente, le système immunitaire va intervenir. Donc, si on réduit cette charge toxique, le système immunitaire va se calmer et en se calmant, il va se renforcer et pouvoir ensuite bien agir au moment où il va y avoir une vraie infection. Donc, il faut distinguer ces deux types d'inflammation. L'inflammation de premier degré,
donc celle dont on a vraiment besoin lorsque on est face à une agression extérieure, et l'inflammation subaiguë, chronique, silencieuse de bas grade qu'il faut éviter et qu'il faut diminuer à tout prix. D'accord. Et dans cette idée, quelles sont les mesures justement à mettre en place pour renforcer son système immunitaire? Alors justement, ce que je viens d'expliquer par rapport aux différents facteurs en réalité qui font que l'inflammation silencieuse augmente. Donc c'est par la même occasion, c'est une inflammation qu'on mesure avec un biomarqueur qu'on appelle la CRP, donc la protéine C réactive ultra sensible. Donc ça donne une idée un petit peu sur le niveau d'inflammation, bien que ce n'est pas un marqueur qui est extrêmement précis. On a des variations intra-individuelles dans la population en fonction si on a des polymorphismes génétiques sur des gènes qui codent pour la CRP, mais c'est un marqueur, un biomarqueur intéressant qui permet d'évaluer grosso modo le taux d'inflammation chronique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut diminuer ou améliorer ou optimiser tous les facteurs qui vont influencer cette inflammation silencieuse, cette inflammation chronique. Donc, les facteurs, c'est les facteurs du style de vie classique. Donc, gestion du stress. Quand on dit gestion du stress, c'est pas diminuer le stress, c'est pas aller vivre à la montagne ou ce genre de choses. Bon, bien que c'est bien aussi, mais c'est plutôt savoir gérer son stress. C'est comment que on réagit au stress. Donc, et là, il y a plein de techniques, il y a plein de gens qui sont très compétents dans ce domaine-là. On a aussi donc la gestion du sommeil aussi. Donc, le sommeil, le manque de sommeil ou l'insomnie ou même l'altération de la qualité du sommeil va augmenter l'inflammation. Et là, il y a une petite corrélation à faire entre la baisse de la mélatonine et l'augmentation de l'inflammation. C'est ce qui explique les données scientifiques qu'on a sur la mélatonine, que la mélatonine serait antioxydante et anti-inflammatoire. Donc c'est dans ce sens-là aussi. Aussi, on a également la partie alimentation qui joue un rôle extrêmement important. Donc l'alimentation, on ne va pas cesser de le répéter à chaque fois. Donc il faut manger bio, local, de saison, éviter donc les aliments ultra transformés. Quand je dis éviter et manger bio, local, dans la mesure du possible, bien entendu. Dans la mesure du possible, on essaye d'améliorer la qualité de son alimentation au fur et à mesure. C'est un processus qui ne se fait pas sur quelques jours, c'est un processus qui ne se fait pas sur quelques semaines ou quelques mois. C'est un processus qui se fait sur plusieurs années, voire toute une vie. Okay. Donc, on intègre ça petit à petit et on essaye de faire les changements en fonction de ses possibilités, en fonction de ses moyens, en fonction de la disponibilité des aliments et tous ces facteurs-là. Ensuite, on a aussi l'activité physique. Donc, l'activité physique, on néglige souvent le rôle de l'activité physique, mais l'activité physique, c'est je dirais, le facteur le plus important. Si on a une activité physique régulière, bien adapté à nos capacités avec une intensité modérée, surtout une activité physique aérobie, de type aérobie, ça va renforcer sur le long terme le système immunitaire et ça va bien le renforcer et ça va aussi nous aider à nous occuper de notre style de vie, de notre alimentation, parce qu'on le voit avec les sportifs. Donc les sportifs font plutôt plus attention à leur sommeil, à leur alimentation. Donc l'activité physique, au-delà des effets bénéfiques sur l'immunité en général, eh bien, va pousser l'individu à essayer d'améliorer les autres facteurs. Donc ça, c'est très important. Et puis, on a aussi donc, tout ce qu'on peut apporter avec les micronutriments, avec les plantes, avec les composants naturels, donc pour pouvoir renforcer l'effet donc, de toute cette approche-là. Mais il faut que ça soit une approche complète.
Il faut que ce soit une approche complète où on intègre la gestion du stress, la gestion du sommeil, l'activité physique, l'alimentation et également le fait, par exemple, de pouvoir traiter certaines carences en certains micronutriments ou d'apporter un support à son immunité, à son microbiote, un support à la régénération de sa barrière intestinale, par exemple. Donc, c'est très important l'intestin. Au niveau du dernier tiers de l'intestin grêle, on a ici, juste après la barrière à l'intérieur, on a 80% de tout le système immunitaire qui est situé dans cet endroit-là. Donc, c'est l'endroit où on a une l'absorption la plus importante des nutriments après digestion. Et donc, c'est très important de penser à sa barrière intestinale. Et donc, si l'intestin va bien, parce que l'intestin comporte 80% du système immunitaire d'un côté et 90% du microbiote de l'autre côté, avec une barrière entre les deux, si l'intestin va bien, tout le reste va tendre vers une optimisation, que ce soit le microbiote ou le système immunitaire ou les barrières ou tout le reste. Donc voilà un petit peu. Donc ça, c'est le schéma général. Après, on peut rentrer dans les détails de chaque facteur et donc là, on peut faire des conférences sur ça. Oui, alors moi, pour l'anecdote, j'ai découvert il y a quelques mois maintenant, j'allais dire quelques semaines, mais c'est plus exactement il y a quelques mois, le bienfait des bains dérivatifs. Et ça, c'est vrai que pour l'immunité et l'inflammation aussi, Oui. c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui prend juste un peu de temps, mais effectivement, si vous avez un livre entre les mains, ça passe beaucoup plus vite. Ça, c'est très bien ce que tu as mentionné, parce qu'on a aussi d'autres moyens, les moyens physiques, qu'on appelle les moyens physiques, dont le froid est extrêmement intéressant pour renforcer le système immunitaire. Donc, tout ce qui est bain dérivatif, bain de pied, douche tiède, froide ou douche alternée ou alternance sauna, douche tiède, froide. Donc, tout ça, c'est extrêmement bénéfique pour le système immunitaire. Ça renforce le système immunitaire et ça a en plus un effet anti-âge très intéressant. Oui, voilà donc des moyens qui ne sont effectivement pas coûteux ni en argent ni en temps. Voilà, si ce n'est qu'il faut prendre 3, 4 minutes ou 5 minutes parfois et y penser simplement et se donner le courage parfois juste un peu de se mettre au froid, certaines zones du corps au froid, où parfois c'est un peu plus compliqué de se lancer simplement. Mais c'est comme pour le sport. C'est parfois un peu plus compliqué simplement de se lancer et de se dire, allez, je vais faire une marche active ou trottiner. Le plus dur, c'est de sortir. Une fois que la sortie est faite, on en est bien content et le système immunitaire, en tout cas, nous remercie. Tu en as vaguement parlé, tu parlais justement des micronutriments. Mais quels sont les micronutriments qui peuvent renforcer notre système immunitaire? Alors, en réalité, tous les micronutriments sont intéressants pour l'immunité en général. Euh, Par contre, on a certains micronutriments qui ciblent réellement le système immunitaire, qu'on appelle des micronutriments immunomodulateurs, notamment avec certaines vitamines, avec certains oligoéléments et avec d'autres composants naturels des aliments pardon, et des plantes qui sont aussi très intéressants, notamment avec les vitamines. On peut citer notamment la vitamine C, la vitamine D, donc extrêmement important pour le système immunitaire parce qu'il module, déjà la vitamine D module la production des globules blancs. Donc les globules blancs, comme toutes les cellules du corps, sont produites à partir de cellules souches, donc notamment au niveau de la moelle osseuse. Et donc ces cellules souches ou ces cellules progénitrices vont se différencier en différentes cellules du système immunitaire connues, donc macrophages, lymphocytes T, T8, T4, lymphocytes B, etc., polynucléaires. Et donc cette différenciation a plusieurs cofacteurs, dont la vitamine D et le zinc sont très importants. Donc la vitamine D agit dans tout le processus de différenciation. Le zinc agit sur quelques processus de différenciation, comme par exemple la différenciation des cellules souches ou progénitrices en lymphocytes T4 et lymphocytes T8, par exemple. Mais la vitamine D intervient dans la différenciation de toutes les cellules du système immunitaire. On a aussi
la vitamine C notamment aussi. Et la vitamine C intervient plutôt dans les fonctions. Donc, c'est un cofacteur aux différentes fonctions, notamment par exemple les macrophages. Avec les macrophages, donc, on a la phagocytose. La phagocytose nécessite la vitamine C. Ça nécessite aussi le glutathion. Ça nécessite l'oxyde nitrique aussi. L'activité cytotoxique des cellules ou des lymphocytes T8 nécessite la vitamine C et le zinc. L'activité des lymphocytes B aussi, donc la production d'anticorps, nécessite la vitamine C. Donc on a un petit peu quelques micronutriments qui ciblent réellement et directement le système immunitaire. Donc vitamine D, vitamine C, zinc, sélénium, fer également. Donc, ce sont des micronutriments extrêmement importants. Le magnésium aussi, c'est le seul minéral qui a une activité ou qui cible ou qui a une fonction immunitaire directe, très important. Et puis, on a les polyphénols aussi. Donc, les polyphénols sont extrêmement intéressants. C'est d'ailleurs très connu que ça constitue des antioxydants extrêmement puissants. Donc, il y a certains polyphénols qui sont 50 000 fois ou 100 000 fois plus antioxydants que l'antioxydant de référence, qui est la vitamine C. Ils sont aussi anti-inflammatoires, mais anti-inflammatoires dans le bon sens. Du moins certains qui sont bien utilisés, bien connus, la quercétine, la curcumine, resveratrol et d'autres qui sont très, très intéressants comme antioxydants, comme anti-inflammatoires, comme anticancérogènes, comme anti-athérogènes, comme régulateurs du métabolisme des lipides. Donc, enfin, ils ont des effets pléotropes extrêmement puissants et très intéressants. Donc, on a aussi d'autres composants, comme j'avais cité le glutathion, mais on a aussi la coenzyme Q10. Donc, coenzyme Q10, extrêmement intéressante aussi comme antioxydant, mais aussi comme anti-inflammatoire. Donc, ça, on a une étude dernièrement qui était sortie, qu'un collègue m'avait envoyée sur coenzyme Q10 et COVID-19. Donc, ça montre que ça a un effet anti-inflammatoire dans l'étude. Donc, très intéressant aussi. Et donc aussi, on a aussi tout ce qui est alimentation. Donc, les composants de l'alimentation qui sont aussi très, très intéressants et qui permettent soit de renforcer ou d'affaiblir le système immunitaire, justement. Alors, si tu le veux bien, justement, la semaine prochaine, on parlera des micronutriments essentiels pour l'immunité. Comme ça, on développera un peu plus certains pans de tout ça. Est-ce que tu veux bien nous parler maintenant de la place des composants antimicrobiens? Oui, les composants antimicrobiens, comme par exemple, on avait déjà fait une intervention là-dessus sur l'argent colloïdal, Oui. comme d'autres composants, comme surtout les huiles essentielles aussi, qui Mhm. sont extrêmement intéressants. L'essentiel d'origan, par exemple. Voilà, l'origan, oui, l'origan, c'est vraiment l'antimicrobien, l'un des antimicrobiens les plus puissants. On a aussi les polyphénols aussi, donc je les avais cités par rapport à leur effet antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Mais ils ont aussi un effet antimicrobien très puissant et très intéressant. Donc, comme j'ai déjà dit, les polyphénols ont des effets pléotropes. Donc, les antimicrobiens, on les utilise en général, mis à part les polyphénols, donc tout le reste, huile essentielle, argent colloïdal, etc. On les utilise en général en cas d'infection. Okay, donc en combinaison ou non avec un traitement médicamenteux, bien entendu. On n'est pas ici en opposition avec les médicaments, hein. Ça se complète très bien. Donc il y a plein de médecins qui sont eux-mêmes nutrithérapeutes ou nutritionnistes ou alors d'autres médecins qui travaillent en collaboration avec d'autres thérapeutes ou des nutrithérapeutes. Donc, les antimicrobiens sont utilisés en cas d'infection. Donc, en cas d'infection, ils ont un rôle extrêmement intéressant parce qu'ils vont soutenir justement le microbiote et le système immunitaire. En général, le microbiote, il a un effet où il a une fonction qu'on ne voit pas en réalité. Parce que quand on est exposé à une charge bactérienne ou une charge virale importante et qu'on n'a pas de manifestation ou de symptômes d'infection, c'est que le microbiote a fait son travail bien comme il faut.
Parce que dès que le virus ou la bactérie ou le parasite arrive au niveau à côté de la muqueuse, il va être mélangé au microbiote et le microbiote de l'individu va le détruire. Donc, s'il est bien détruit, ça veut dire que le microbiote a très bien fait son travail, donc il n'y a pas de symptômes. Les symptômes, on les a, soit des symptômes d'ordre local, et à ce moment-là, le système immunitaire a pu contenir l'infection, soit des symptômes d'ordre général, et à ce moment-là, ça veut dire que le système immunitaire n'a pas pu faire face au pathogène au niveau de la barrière et que le pathogène est passé dans la circulation sanguine au niveau des tissus. Et donc, quand on a ces symptômes-là, le système immunitaire, il faut le renforcer par quoi? Par justement tout ce qu'on a cité avec tout ce qui est règles du style de vie, tout ce qu'on a cité avec donc les micronutriments immunomodulateurs et surtout la place des antimicrobiens ici est plus importante que tout le reste. Donc, bien plus importante que toutes les autres règles d'hygiène de vie dont l'effet intervient sur le moyen terme, en réalité, sur le moyen et long terme. Par contre, sur les antimicrobiens interviennent directement et immédiatement. Ils ont un effet direct et donc ça va aider à détruire, premièrement, les microbes, les microbes pathogènes. Ça va aider aussi à éviter donc ou diminuer donc la fixation du microbe si c'est un virus par exemple sur les cellules, ça va empêcher l'infection des cellules de l'organisme tout simplement. Ça va inhiber donc tout ça, ce sont des mécanismes métaboliques divers et variés qui diffèrent en fonction du type du germe, du type enfin, si c'est une bactérie, un virus ou autre, et pour chaque souche a des mécanismes métaboliques particuliers. Et donc, ces antimicrobiens jouent en quelque sorte un petit peu le rôle d'antibiotiques, bien que c'est différent, donc c'est pas le même mécanisme d'action. Donc, ils ont un effet extrêmement intéressant, surtout en cas d'infection. Ok, et est-ce qu'il y a des recommandations nutritionnelles spécifiques pour renforcer l'immunité? Oui, justement, on avait parlé tout à l'heure un petit peu. Donc, déjà, comme règle générale, on avait, si je me souviens bien, il y avait une étude qui est assez ancienne, mais qui reste toujours valable. Donc, un échantillon de je ne sais combien de personnes qui ont participé à cette étude, groupe contrôle bien sûr et groupe test. Donc, le groupe contrôle a pris, je pense, des fruits, des légumes, enfin un repas sain. Et le groupe test avait pris des croissants, si je me souviens bien, avec lait au café ou quelque chose comme ça. Et donc là, on avait observé qu'une diminution sur les marqueurs de l'efficacité et de la performance du système immunitaire. On avait observé que dans le groupe test, il y avait une diminution de la performance du système immunitaire de 20 fois par rapport au groupe contrôle. Donc déjà, le sucre surtout, parce que dans cette étude, c'était le sucre qui était incriminé. Donc le sucre, et quand je dis le sucre, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir complètement les glucides de son alimentation. Donc déjà, ce n'est pas possible, mais on peut diminuer. Mais le plus important, c'est d'éviter les aliments à index glycémique élevé déjà. Okay. De diminuer donc ces aliments à index glycémique élevé, d'augmenter ou de veiller à un apport protéique suffisant. Donc l'apport protéique suffisant pour une personne sédentaire, c'est autour de 1 gramme par kilogramme de poids par jour. Donc ça, c'est extrêmement important. L'apport protéique permet de renforcer le système immunitaire. Le statut protéique, c'est un paramètre très important. Et bien entendu, améliorer la qualité du gras ou des lipides qu'on consomme, notamment soit s'il s'agit d'huile végétale utilisée
de l'huile d'olive, par exemple, des huiles qui résistent déjà à la chaleur pour la cuisson, des huiles qui contiennent des polyphénols. Donc, l'huile d'olive, c'est l'huile végétale qui contient le plus de polyphénols, notamment l'hydroxytyrosol. On en avait parlé une fois. Et puis tout ce qui est graisse saine avec, par exemple, des poissons ou des graisses d'origine végétale ou d'autres sources plus saines. Donc voilà un petit peu, il faut réduire l'index glycémique des aliments, euh, avoir un statut protéique suffisant et améliorer la qualité des lipides. Donc, ce sont disons, les trois principales recommandations nutritionnelles qui permettent d'améliorer l'immunité en général, parce qu'il ne s'agit pas uniquement du système immunitaire, mais aussi du microbiote. Et donc, sur le moyen et long terme, ça a un effet très, très intéressant sur l'immunité. Ok, merci. Alors, pour les quelques questions que je trouve maintenant, faut-il supplémenter en zinc de manière régulière ou quotidienne, ou plutôt de manière saisonnière au début de saison froide et à quelle dose? Alors, je ne vais pas donner d'indication sur le dosage. J'avais déjà publié On avait fait un sujet un sur le zinc. article, voilà, un article sur le site de la SOFNA. On avait fait déjà une vidéo, une intervention sur le zinc. Donc là, vous pouvez revenir dessus. Le zinc peut être pris pour renforcer le système immunitaire, tout simplement. Si c'est une saison froide ou le début d'une saison froide et que vous savez que vous avez l'habitude d'attraper une grippe, un rhume ou que sais-je, une angine ou autre, ça serait bien de supplémenter en zinc. Maintenant, à quelle fréquence, tout dépend il faut consulter un nutrithérapeute, tout dépend de votre état, de comment vous réagissez, de quel est le dosage optimal pour vous, etc. Donc, toutes ces choses-là se peaufinent et se décident avec votre médecin ou votre nutrithérapeute. Alors, autre question, mais dont la réponse va probablement aller dans le même sens. Est-il nécessaire de supplémenter en probiotiques en permanence? Alors, il n'y a jamais de nécessité de supplémenter en quoi que ce soit en permanence. Quel que soit c'est une règle générale. Non, déjà la question elle est mal posée. Je dirais plutôt que les Merci de ne probiotiques. pas vexer, merci de ne pas vexer les gens qui nous posent des questions quand même. Continuez à poser des Non, questions, il n'y a aucun je sais problème. que je sais que sont tous des amis, Oui. tous des amis qui sont là, donc il n'y a pas de souci. Donc les probiotiques sont un moyen, l'un des moyens qui permet d'améliorer la composition et la configuration du microbiote. Donc oui, c'est très intéressant. Après, ça a des indications. C'est très intéressant déjà de supplémenter en probiotiques, mais ça a des indications aussi. Je pense qu'il faudrait mieux savoir déjà un peu plus sur quel est le cas auquel il faut supplémenter en probiotiques pour pouvoir déterminer le protocole à suivre et avec quoi, etc. Donc la réponse à la question, elle est déjà assez complexe. Oui, oui, oui. Mm. Alors, Ouria qui nous pose comme question, y a-t-il un lien entre l'hypovitaminose et l'obésité sur l'immunité? Alors, l'hypovitaminose, certainement, mais quelle hypovitaminose? Si c'est par exemple Alors, l'hypovitaminose D? je vois un D, oui, 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 hypovitaminose D, donc je suppose qu'elle parle de la voilà. vitamine D, oui, effectivement. Alors, la vitamine D par rapport à l'obésité, ça, c'est un sujet qui a été bien étudié et bien décortiqué, et on a plusieurs hypothèses. On a la première hypothèse qui consiste à dire que on est en carence de vitamine D, donc on va développer une obésité. Donc, dans ce sens-là, on a l'autre hypothèse qui consiste à dire que on est obèse, donc on va consommer ou on va utiliser plus de vitamine D. Le métabolisme va utiliser plus de vitamine D parce que trop de stress, moins de sommeil, trop d'inflammation, etc. Et donc, on va avoir une carence. Okay. Donc, carence en vitamine D donne l'obésité, première hypothèse. Obésité donne la carence en vitamine D,
Deuxième hypothèse. Et troisième hypothèse, je pense que c'est cette hypothèse qui est la plus valable, à mon avis, c'est que il n'y a pas de lien de cause à effet direct, en tout cas. C'est que tout simplement, les personnes obèses sont des personnes sédentaires, voilà, et puisque c'est des personnes sédentaires, donc elles restent cloîtrées, soit chez eux ou dans des endroits clos où elles travaillent ou autres, donc elles s'exposent très peu au soleil et donc elles ont une carence en vitamine D, où je pense que donc cette hypothèse, elle est valable, mais aussi la totalité des trois hypothèses peuvent être aussi valables. Je dis bien peuvent être aussi valables, parce que la personne sédentaire aussi est exposée au stress, elle gère très mal son stress, elle dort mal, elle mange mal, etc. Et donc, ça fait qu'on peut aussi avoir un effet donc, de ce mode de vie, de ce style de vie sur une éventuelle carence en vitamine D, puisque donc, tout ce mode de vie produit une augmentation de l'apport ou du besoin en vitamine D et du coup, on peut très bien avoir une carence. Ok, merci. Alors, je vois que tu as une fan, à mon avis, Mariam, qui dit, je suppose que c'est pour toi, cet homme est un génie. Voilà, je confirme. Merci. Alors, Bénédicte qui nous pose également la question, peut-on prendre de l'argent colloïdal 20 ppm en prévention du Covid? Ouais, je dirais l'idéal, c'est que ça soit 15 ppm. Donc ça, on en avait déjà discuté dans une intervention comme celle-ci sur l'argent colloïdal. Donc il faut juste revenir à la vidéo sur Oui. l'argent colloïdal. Mais déjà, on avait mis aussi les études qui montraient que 15 ppm, c'était la concentration optimale, idéale pour l'argent colloïdal. Et on est sur la prévention ou Ah plutôt oui, donc l'argent colloïdal, on serait l'argent plutôt déjà dans le colloïdal, traitement. oui, c'est plutôt un antimicrobien. Voilà. C'est plutôt un antimicrobien intéressant en cas d'infection. Mhm. Rien n'empêche qu'on pourrait faire des petites cures tout au long de l'année, okay, surtout chez les personnes qui ont des problèmes de microbiote et des problèmes d'infection récurrente, d'infection à Ouais, répétition. ouais. Donc ces gens-là sont aussi invités à utiliser ce genre de traitement aussi, notamment Mhm. donc des huiles essentielles, aussi l'argent colloïdal, mais en petite cure, jamais en continu. Voilà. Et alors, dernière question pour ce soir, si je la retrouve. Ah, voilà, oui. Quelle vitamine puis-je prendre pour faire remonter mes globules blancs? Bah, c'est tout ce qu'on avait Voilà. expliqué. Donc, c'est tout ce qu'on avait expliqué, surtout avec les micronutriments. Donc, puisqu'elle parle ici de vitamines, bah, la vitamine D. La Mhm. vitamine D permet la différenciation des cellules progénitrices en cellules ou cellules du système immunitaire ou en globules blancs. Donc, entre autres, hein, mais tout ce qu'on avait expliqué durant cette intervention est valable aussi. Et ce qu'on va aussi expliquer plus tard dans la prochaine intervention sur les micronutriments essentiels pour l'immunité. Eh bien voilà, c'est comme ça qu'on va clôturer notre rendez-vous. Effectivement, la semaine prochaine, comme on vient de vous le dire, on va parler des nutriments, des micronutriments pardon, essentiels sur l'immunité. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18 heures. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle semaine. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Salut Amine, à bientôt. Merci, très belle soirée et à la semaine prochaine.